Joseph Massescaron, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. C'est un grand plaisir de vous recevoir à Radio J. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes un des éditorialistes politiques les plus chevronnés de France, mais vous êtes aussi un écrivain. Et vous l'avez montré à de nombreuses reprises avec des essais, mais aussi avec des romans. Et maintenant, ce roman de politique fiction, dont on va voir dans un instant si c'est vraiment de la politique fiction, qui s'appelle La surprise du chef et qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Alors c'est absolument brillant, c'est une sottise, c'est une farce, mais c'est une farce qui en dit beaucoup sur notre monde et probablement aussi, bien sûr, sur les coulisses de la présidentielle qui se prépare. Alors commençons, puisque c'est vraiment la question d'actualité qui se pose aujourd'hui dans la tête de beaucoup de responsables politiques de la droite. Il y a des valeurs communes, vous pensez, comme Pelletier, par exemple, entre la droite républicaine et la droite non républicaine ? Il n'y a pas de valeur commune pour une raison simple, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas un langage commun. Vous ne pouvez pas partager des valeurs à partir du moment où vous ne parlez pas la même langue. Je veux dire par là, c'est à partir du moment où les mots ont un sens, surtout en français, ils sont précis. Vous avez employé le mot sotti, moi que j'adore, par ici la sotti, j'adore ce mot. Je vous connais un peu. Voilà, voilà, vous me titillez. Mais il y a, bien sûr qu'il y a des éléments de programme qui peuvent se recouper. Bien sûr, il y a des incursions d'un côté ou de l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que la porosité, de toute façon, alors de ce point de vue-là, elle est totale. Et elle n'est pas simplement, par exemple, entre l'extrême droite et la droite, mais elle est même aussi entre, parfois, le macronisme et l'extrême droite. Absolument. Alors, cette porosité, elle s'explique aussi par le fait que nous traversons sans doute une époque de désorientation générale. Elle avait d'ailleurs été annoncée sur un autre plan par Emmanuel Levinas dès les années 1990. Il avait parlé d'une époque désorientée qui a perdu son orient dans tous les sens du terme. Et donc il y a une demande aussi qui se fait jour d'autorité, de restauration ou de remise en place, de réinvention d'une autorité républicaine très juste. Et vous avez inventé, évidemment, autour de votre personnage historique qui s'appelle Benjamin Strada, qui est une sorte de double de Joseph Massescaron, vous avez inventé une série de personnages nouveaux. Et nous avons évidemment, alors on va le nommer si vous voulez par son nom dans la vie civile, nous avons un général qui n'est pas sans évoquer le frère de Philippe de Villiers, qui est un peu moins connu des Français mais qui commence à l'être, Pierre de Villiers, auquel vous prêtez, et votre protagoniste principal, Benjamin Strada, va être mêlé évidemment de très près à sa campagne, vous prêtez des ambitions politiques. Cet homme, et ceux qui vous connaissent reconnaîtront l'influence de vos lectures, cet homme veut incarner justement cette autorité qui est la vraie auctoritas, qui n'est pas l'autoritarisme, qui n'est pas celui d'une tradition d'extrême droite. Il veut incarner une autorité, on va dire, ferme et juste. Et au fond, vous en faites un portrait éminemment nuancé. C'est très frappant, éminemment nuancé. Oui, parce que je ne veux pas du tout partir dans la caricature. Alors, vous avez cité le général de Villiers, qui d'ailleurs a dit par lui-même qu'il ne souhaitait pas être candidat à cette élection présidentielle, même s'il y a des gens qui le poussent. Mais sous votre plume, c'est un prototype, on va dire. C'est un prototype, oui, c'est un idéal type. Il y a d'autres généraux qui m'ont servi, bien sûr, pour ce portrait du général. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance avec l'actualité, parce que ces tribunes de généraux donnent une actualité, montrent que ce livre, finalement, sent bien l'air du temps. Et comme vous l'avez rappelé, cet air du temps, c'est une recherche de l'autorité. Et cette recherche de l'autorité peut très facilement basculer, bien sûr, sur une demande d'autoritarisme. C'est ça tout le problème. Vous avez mis le curseur exactement là où il fallait, c'est-à-dire en différenciant l'un de l'autre. Autorité, l'autorité aujourd'hui, comme en effet, vous l'avez souligné, nous sommes dans un monde désorienté. On a besoin d'autorité, c'est-à-dire de pouvoir justement reconstruire, et que finalement, s'il y avait un mode, un mot qui pourrait être le pitch du programme idéal pour un candidat de la droite républicaine, je pense que ce serait le mot reconstruction. Absolument. Alors justement, c'est très intéressant. On vous prête, dans le magazine Marianne, mais ils ont le droit, on vous prête des intentions politiques, qu'il y aura un intertexte dans ce roman d'anticipation, au fond d'avertir peut-être aussi les futurs candidats ou candidates de la droite républicaine dans cette compétition politique, et puis dans les suivantes, de faire attention justement à ce qui peut germer sur leur droite, sur le couloir de droite, dans cet espace interstellaire ou interstitiel que certains avaient appelé la droite hors les murs. Qu'est-ce qui peut germer dans une droite au fond nationale qui ne serait pas incarnée, qui ne serait pas représentée
par le Rassemblement national. Vous allez nous répondre dans un instant. Néanmoins, c'est vrai que votre propos n'est pas strictement politique. Il est surtout avec l'œil du romancier qu'on vous connaît, du chroniqueur politique. Et c'est vrai que je peux pas résister à la tentation de citer très succinctement juste un passage lors duquel votre protagoniste, Benjamin Strada, rencontre le général. Ce général, bon, vous l'appelez Montjoie, mais chacun peut y reconnaître tous les généraux de son imagination. Pendant les 40 ans qu'il avait passé sous les drapeaux, le général avait côtoyé toutes sortes d'hommes et de femmes, des braves, des politiques, des ambitieux, des couards. À l'inverse de son frère, il avait rarement méprisé la nature humaine et avait l'habitude de répéter avec un certain ton désabusé, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors c'est quasiment Montaigne, en fait, votre général. C'est ça qui est incroyable. Oui, ce n'est pas du tout la caricature droitière que certains voudraient y voir, justement. Oui, parce que en fait, ce que j'ai voulu, c'est vraiment un roman. Bon, ce roman, c'est un roman, oui. C'est un roman. J'ai voulu que ce roman soit drôle et aussi, évidemment, soit conçu comme un peu un roman policier, parce qu'il y a une chute qui était une chute auquel on ne s'attend pas. C'est la surprise du chef. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, la surprise du chef doit s'entendre dans tous les sens. C'est le moins qu'on puisse dire. Du chef de l'autorité, mais c'est aussi la surprise du chef, parce qu'à la fin, il y a une surprise. Joseph Massesca, vous êtes d'accord, on la déflore pas, la surprise. Hein. Surtout pas. Surtout pas, voilà. Mais cette surprise est liée d'ailleurs, est liée au fait que je pense intimement que la tentation militaire ou bonapartiste appartient au cours le plus intérieur de notre histoire. Et là, je voudrais, parce que je suis ici, je voudrais vraiment le souligner, je ne crois pas que l'extrême droite au pouvoir soit une possibilité en France. Pourquoi ? Parce que ça n'appartient pas au cours le plus intérieur de notre pays, ce qui n'a pas été le cas en Allemagne, ce qui n'a pas été le cas en Italie, ce qui n'a pas été le cas en Espagne, etc., etc., etc. Mais, je précise, ce n'est pas le cours le plus intérieur. En revanche, la tentation bonapartiste, qui peut s'exprimer, alors soit avec d'une manière un peu éclatante avec le général de Gaulle, soit évidemment par le biais du général Boulanger, ça, évidemment, c'est une tentation. Alors justement, puisque vous l'évoquez, on va entrer dans le détail de cette fiction, parce qu'il y a des choses absolument passionnantes, notamment vous imaginez ce qu'aurait pu être une visite sur les traces de Barès dans Meurthe-et-Moselle, lieu s'il en est, alors justement qui est un peu emblématique d'un certain imaginaire de la droite nationale, non fasciste, hein, on précise. La colline inspirée. Voilà, la colline inspirée, coup de téléphone un soir, bon de toute façon ces gens-là vous appellent à n'importe quelle heure, coup de téléphone un soir, le général vous appelle, clac, vous voyez son nom s'afficher, enfin Benjamin Strada, mais enfin c'est vous, sur le téléphone, et il vous dit demain matin, rendez-vous au Bourget, je crois, pour monter dans un jet. Les jets que Benjamin Strada a pris jusque-là, c'était qu'avec Bernard-Henri Lévy pour aller à Marrakech ou à Tanger. Et subitement, donc, il se retrouve embarqué dans un jet avec quelques gars, disons, très droite nationale, très Figaro Magazine, qui entourent le général. Et on se retrouve en Lorraine, sur un pèlerinage qui est quand même, pour le moins, étonnant quand on veut s'inscrire à l'intérieur du champ, on va dire, du républicanisme classique, puisqu'il s'agit quand même de célébrer Barès. Barès, c'est pas n'importe qui. C'est le nationalisme, disons, intégral français, aujourd'hui quand même assez démonétisé. C'est aussi, évidemment, une exaltation de l'antisémitisme, en tout cas ambigu, même si c'est vrai qu'après 1914, celui-ci, sous le choc, au fond, de l'union nationale des chrétiens et des juifs, est revenu vers des positions plus mesurées. Il prend un risque politique, votre général, quand même, en affrontant la Macronie, comme ça. Il prend un risque, mais je tempérerai quand même, parce qu'en m'intéressant justement à Barès, hein, si je puis dire ce mauvais jeu de mots, au code Barès, comme il y a un code barre, il y a un code Barès, en fait, en s'intéressant, enfin en partant de Barès, c'est-à-dire en partant de l'imaginaire de la Croix de Lorraine aussi, c'est quelque chose. Le général essaye de faire une sorte de tambouille, de petite cuisine politique où il mêle à peu près tout. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il y a au-dessus de la colline de Sion, qui est la colline inspirée, qui a donné lieu au roman très connu éponyme de Maurice Barrès, il y a un monument Barrès qui domine la plaine Lorraine et
Et ce monument a été inauguré, d'ailleurs aussi, enfin pas inauguré, a été visité en grande pompe par Pierre Messmer, à l'époque, qui était Premier ministre français. Donc ça montre au fait que les choses sont extrêmement compliquées. Messmer, ancien militaire, comme vous le savez. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant autour de ça, parce que c'est un chapitre que j'ai intitulé « En passant par la Lorraine », parce que c'est vrai que la Lorraine, quand on connaît bien, quand on a été journaliste politique, quand on connaît bien l'imaginaire politique de cette droite, c'est un élément absolument essentiel. Alors, si mes souvenirs sont bons... C'est aussi Jeanne d'Arc. Oui. Alors, si mes souvenirs... C'est aussi Jeanne d'Arc, c'est aussi la figure de Lyautey, c'est aussi, etc. C'est passionnant parce que le détour du roman, de la sottille, du conte, est un moyen d'évoquer aussi notre actualité, on va dire, politique et idéologique la plus immédiate. Alors, on ne peut pas tout dire, mais ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes un peu parano envers le macronisme, ou en tout cas, Benjamin Strada est un peu parano, puisqu'il souligne beaucoup le fait que cette déclaration de candidature du général dans la commune de Saxonsion, je crois, en Meurthe et Moselle, va être sous-relayée par les principales chaînes d'infos, dont évidemment celle que vous ne nommez pas, mais à laquelle vous pensez probablement, qui est BFM TV, qui a décidé après je ne pensais pas à BFM TV. Voilà, mais qui a décidé après de nombreux des relations très tumultueuses de se réconcilier, en tout cas officiellement, avec la Macronie, et donc on ne veut pas trop, disons, gêner le prétendant à la réélection, et on minore, on sous-joue considérablement cette annonce par ailleurs tonitruante, puisque les téléphones des uns et des autres sonnent dans tous les sens. Au passage, d'ailleurs, c'est très drôle, c'est un livre où on rit quasiment à chaque page. Vous mettez en scène une vieille connaissance qui devient par l'entremise d'amitié pour certaines particulières, qui devient le conseiller en communication. Vous voulez dire, pardon le jeu de mots, vous voulez dire non pas par entre gens, mais par entre jambes. Peut-être, voilà. Mais qui devient, enfin c'est ce que vous suggérez, en tout cas qui devient de manière totalement impromptue un des conseillers en communication du président de la République sortant. Et celui-ci vous connaît bien, et donc il vous engueule, il reproche à votre héros d'avoir en quelque sorte caché son jeu d'une manière extrêmement perverse, d'une rouerie tout à fait malhonnête. Et on sent bien qu'évidemment dans la Macronie, cette déclaration de candidature faite dans toutes les règles de l'art, de la droite nationale, crée vraiment une perturbation absolument terrible par rapport au scénario que le président de la République, à l'évidence aujourd'hui, on revient à la réalité, prépare, et il s'en pourlèche les babines, qui est simplement d'affronter la candidate du Rassemblement national. Oui, d'abord, je dois souligner que ce que j'essaie de montrer, c'est que finalement, ce candidat Benjamin Strada, à qui je prête une grande partie de ce que je suis, mais pas simplement, parce qu'il y en a d'autres. On va pas se cacher la vérité. C'est vrai, vous avez prêté votre plume étincelante à de nombreux hommes politiques. Oui. Vous avez aidé à écrire parfois des livres ou des discours historiques. Donc c'est vrai qu'on se dit Benjamin Strada, c'est quand même un peu lui. Voilà. Et on voit bien aussi que Benjamin Strada, d'ailleurs, on va pas dévoiler la fin, mais non, il pourrait aussi bien, quand même, d'un certain point de vue, il pourrait aussi bien entrer en Macronie. Parce que finalement, la vraie question aussi et c'est suggéré d'ailleurs dès le début, donc je ne déflore pas le roman, c'est que est-ce qu'il s'agit d'un duel ou est-ce qu'il s'agit d'un duo ? Voilà, c'est ça en fait la vraie question. Et je n'y mets en plus, je ne condamne absolument pas, parce que pour moi, ce jeu est vraiment le jeu précisément démocratique. Absolument. Le jeu partisan et le jeu démocratique. Absolument. Et le romancier d'ailleurs, c'est la fameuse ambiguïté romanesque chère à Kundera. Il s'interdit le jugement moral. Son affaire, ça n'est pas ça, c'est de comprendre la vérité des êtres, ce qui les meut, ce qu'on appelle le thumos. Et au fond, c'est vrai que de ce point de vue-là, le thumos des amis de Villiers, on va l'appeler par son vrai nom dans la vie civile, est assez comparable au fond au thumos des amis d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ils veulent tous être dans la lumière, avoir le pouvoir, les privilèges, ils rêvent tous en quelque sorte d'une vie au soleil des ors de la République. Oui, et puis vous avez par exemple un Emmanuel Macron qui commence, je n'ai absolument pas oublié en tant qu'ancien journaliste politique, qui commence finalement sa vraie sortie politique. Comment il la commence ? Il la commence en fêtant Jeanne d'Arc à Orléans. Je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge, je m'en souviens très bien, d'accord ? Et ensuite, le même Emmanuel Macron file au Puy du Fou pour
copain, toc-manette, n'est-ce pas, avec, comme on dit en politique, avec Philippe de Villiers. Mais laissons passer Philippe de Villiers, parce que, encore une fois, c'est pas un roman sur la famille de Villiers. Ils m'ont servi comme d'autres. Il y a d'autres personnages qui passent. Vous avez, en effet, vous avez Marie-France Garot, que je trouve être un personnage de roman. On va en parler dans un instant. Absolument formidable. Vous avez plein d'autres. Vous avez, en effet, plein de parlementaires, de sénateurs, et ce que j'ai vraiment... Ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est une comédie de boulevard, voilà, avec beaucoup de portes qui claquent. C'est ça qui m'amuse. Ouais. Et vous savez, mais dans ce roman, il n'y a aucune condamnation. Oui. Pourquoi aucune condamnation ? Parce que, franchement, aussi bien, je dis là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, qui est une phrase qu'un de mes amis aime beaucoup prononcer, mais je n'ai aucun mépris pour les personnes. Absolument aucun. D'ailleurs, je vais vous dire, la seule chose qui m'intéresse, justement, ce sont les personnes. Absolument. Et ça c'est tout à fait juste. Alors, vous faites, évidemment, de cette Marie-France Garot que vous venez de citer, un portrait absolument étincelant. À titre personnel, j'ai pu montrer, disons, une certaine méfiance envers ce qu'elle représente. D'ailleurs, certains de nos auditeurs s'en souviennent. On est peut-être fondé à avoir montré une certaine méfiance quand on sait qu'en 2017, elle a quand même préféré Marine Le Pen à Emmanuel Macron, certes, ce qui est un problème. Certes, ce qui est dit dans le livre, d'ailleurs. Voilà. Néanmoins, c'est vrai que je ne dis pas que vous la croquez avec tendresse, ça serait très excessif. Oui. Mais très excessif. Mais vous faites d'elle, au fond, une sorte de spiritus rector indéboulonnable de la droite nationale, qui essaye de reprendre du service chaque fois qu'un candidat, disons, intelligent se profile. Oui. Et au fond, elle pense peut-être encore qu'elle est dans les années 70, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir tirer les ficelles avec des gens un peu inconsistants. Et elle se heurte, au fond, à une jeune génération de cadras, de quinquas, qui sont peut-être plus versés dans les médias. Il y a d'ailleurs des portraits absolument étincelants d'éditorialistes passant d'un titre à un autre, d'une chaîne à un autre. Elle se heurte à tous ces gens et on voit bien que son influence reste quand même sur la durée relativement limitée. Oui, là aussi, il y a de la, bien sûr, il y a de la fiction, parce que je ne parle pas de la Marie-France Garot actuelle. Ce qui m'intéresse d'ailleurs, ce qui m'a aussi beaucoup amusé, c'est le fait que en 2021, cette Marie-France Garot a une biographie, d'ailleurs excellente, d'un confrère. Oui. Qui a été reçue ici, d'ailleurs, sur Radio J par Christophe Barbier. Oui, absolument, oui, absolument, voilà, excellente. Et qu'elle se trouve en même temps, la même année. Est-ce que c'est un hasard ? Peut-être pas, parce que comme dit le mathématicien Chrono, le hasard est la rencontre de deux déterminismes. En fait, elle se trouve dans un roman également. Parce que ce personnage est un personnage absolument... moi, je trouve que c'est un personnage fascinant. C'est-à-dire, on la voit très bien dans le XVIe siècle. Zévaco l'aurait connu, il aurait prêté les traits de Marie-France Garot à Fausta dans Pardaillan. Enfin, c'est absolument évident. Absolument évident. Et alors, évidemment, tout votre talent de plume que connaissent certains de nos auditeurs, mais il faut qu'ils le découvrent. La surprise du chef aux éditions de l'Observatoire se met au service de descriptions, il faut bien dire les choses comme elles sont, absolument drôlissimes. Vous voyez, dit-elle, avec ce timbre de voix si particulier qui faisait trembler comme le feu d'une chandelle députés et ministres lorsqu'elle les convoquait à l'Élysée, ça c'est dans les années 70. Ce maillet était fabriqué dans les Vosges, une preuve que l'on peut acheter français et divertir la jeunesse. Quand vous serez grand, n'oubliez jamais cet adage qui résume la bonne politique sur laquelle se sont bâties les économies solides dans ce monde incertain. Nos emplettes sont nos emplois. Alors, elle essaye évidemment de refourguer, on va dire. Elle parle à des enfants qui sont en train de jouer au croquet. Bien sûr, voilà. Mais elle essaye de refourguer au candidat, comme à un enfant d'ailleurs, son logiciel souverainiste chic et choc. Celui-ci, au fond, fait preuve du même pragmatisme vis-à-vis des idéologies que son principal concurrent, c'est-à-dire Emmanuel Macron, dont on voit bien que c'est un situationniste politique. Il prend, il pioche, il combine, il remixe. C'est une sorte de DJ politique. Et au fond, il a en face de lui un autre DJ politique. C'est le problème aussi des politiques actuelles. C'est-à-dire qu'ils sont... ils ressemblent de plus en plus à des caméléons. Et vous les posez sur une couleur. C'est-à-dire le pire qui puisse arriver à Emmanuel Macron, je pense, c'est de le mettre sur une couverture écossaise. Exactement. Alors, il y a néanmoins des cohérences chez vous. Beaucoup de cohérence. D'abord, on peut en dire un mot, vous les épargnez pas tous ces gens, c'est-à-dire sur le plan, on va dire sociétal, comme on dit aujourd'hui. Et je les aime bien en même temps. Ouais, vous les aimez bien, ça c'est sûr.
vous les aimez bien. Sur le plan sociétal, ils ne sont pas forcément votre cam, on va dire comme ça, Joseph Massescaron. Et puis, il y a une autre cohérence que vous montrez, c'est qu'effectivement, pour eux, la République, la laïcité, les universaux républicains, c'est pas du tout leur univers, ça ne le sera jamais. Donc ils peuvent le trianguler politiquement aux fins justement de nuire à Emmanuel Macron, mais fondamentalement, ils y sont indifférents. Oui, je pense d'ailleurs que cela risque d'être le grand absent de la prochaine présidentielle. C'est-à-dire ce discours qui est un discours universaliste, laïque et républicain. Je crains que ce soit le grand absent justement de cette... en tout cas pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que ce que montre vraiment ce livre, c'est que finalement on a tellement de noms rebattus et qui seront certainement battus. C'est-à-dire qu'on voit toujours, on voit quand même peu ou prou les mêmes. Alors que la situation dans laquelle se trouve le pays est un pays justement qui permet toute surprise et surprise de chef. Alors c'est passionnant, la surprise du chef Joseph Massescaron, édition de l'Observateur. Toute dernière question, vous avez une cohérence dans cette époque désorientée, c'est quand même quand vous en voulez au catho power contemporain, disons d'une droite catholique. À un moment, vous avez un personnage tragique, on ne dit pas pourquoi il est tragique, Bruno d'Argens, qui est un jeune parlementaire de la droite républicaine, relativement modéré, mais qui se rallie justement au général, à votre général, et Marie-France Garot note avec beaucoup de crudité qu'au fond, il a choisi une loge, bon très bien, il pensait que ça allait le propulser. Patatras, les loges n'ont plus forcément à droite le poids qu'elles urgent dans le Figaro d'Hersan, et c'est un jeune catholique versaillais qui le double, on y reconnaît éventuellement les traits de tel philosophe catholique. Oui, mais c'est là encore, parce que il y a une figure, il y a un prêtre qui est une figure formidable, l'abbé Gros-Pierre. Voilà, l'abbé Gros-Pierre. Il y a une des personnes, un des prêtres qui m'a inspiré pour ça, d'ailleurs, qui a pris contact avec moi avant-hier, voilà. Et en effet, j'ai quand même là aussi de la sympathie. Je n'arrive pas aujourd'hui à me détacher d'une certaine compréhension de parcours et de cheminement intellectuel. Comme vous le savez, parce que je sais que vous êtes totalement d'accord avec ce point de vue, Jean Birnbaum a écrit un livre sur la nécessité, en effet, d'être dans la nuance. Je crois que cette nuance, c'est ça ce que j'adore. Il y a un grand philosophe, autrefois, Étienne Borne, qui m'avait dit « Joseph, il y a une leçon que vous devez avoir, c'est d'être modéré avec passion. » Et j'ai essayé de m'y tenir. Passionnément modéré et toujours nuancé. C'est pour ça que vous êtes un romancier, Joseph Massescaron. Merci aussi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mais c'est un roman qui nous aide à penser, comme les meilleurs d'entre les romans. La surprise du chef. Et qui distrait, ce qui est bien dans des temps qui courent. La surprise du chef aux éditions de l'Observatoire. Bientôt, bien sûr, dans Actualité Juive aussi. Merci d'avoir fait un tour par Radio C'est moi J. qui vous remercie.